Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là avec nous ce soir pour notre deuxième webinaire de la saison. On est désolé pour le délai, on avait eu quelques soucis techniques. Moi, je m'appelle Samantha, je suis coordinatrice de projet chez Nexus Santé et ma collègue Marine est également là avec nous ce soir. Donc, Nexus Santé est un organisme à but non lucratif, donc la mission est de promouvoir la santé. Notre projet Petite enfance en santé soutient les familles francophones de l'Ontario. Nous développons aussi chaque année des webinaires et des balados et nous finançons des groupes de soutien dans la province. Tous nos webinaires de l'année dernière sont disponibles sur notre site internet petiteenfance.ca et nos balados sont disponibles sur Spotify et notre application. L'application Parenthèse, sur laquelle vous pourrez retrouver toutes nos activités, est disponible sur Apple et Android. Nous avons aussi un groupe Facebook qui s'appelle Parenthèse Ontario, information et ressources en petite enfance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais prendre quelques minutes pour reconnaître et rendre hommage aux peuples autochtones qui sont les gardiens traditionnels des terres sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Je trouve pour ma part sur les territoires Mississauga et Haudenosaunee. Nous sommes réunis de manière virtuelle, donc chacun et chacune dans nos espaces respectifs, mais il est important de se rappeler que chaque personne de cette terre a une histoire, et cette histoire est façonnée par les ancêtres et les communautés autochtones qui ont prospéré depuis des millénaires. Cette reconnaissance n'est pas seulement un geste de respect, mais aussi une invitation à réfléchir profondément sur la richesse culturelle, le savoir ancestral et la sagesse que les peuples autochtones apportent à notre monde. Leur connexion intime à la terre, aux éléments et aux cycles naturels nous offre une leçon précieuse sur la durabilité et l'harmonie, surtout en ces temps difficiles. Nous reconnaissons que le chemin vers la réconciliation est un voyage continu, nécessitant une écoute attentive, une compréhension profonde et des actions concrètes. Alors, je souhaiterais que cette présentation soit un moment pour célébrer la diversité de nos voix et de nos perspectives, tout en honorant les fondations mêmes de cette terre sur laquelle nous avons la chance de nous exprimer. Je suis donc ravie de vous présenter notre intervenante Camille Guérin-Marion, qui est clinicienne. Elle travaille auprès des enfants, adolescents et familles qui composent avec divers défis reliés à la santé mentale et au trauma. Elle détient un doctorat en psychologie clinique de l'Université d'Ottawa et elle est actuellement en voie d'obtenir son permis en pratique autonome en tant que psychologue. Et avec cela, je vous remercie et je passe la parole à Camille. Donc voilà, merci encore, Samantha. Puis ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler des traumas complexes vécus durant la petite enfance. C'est un sujet qui me passionne beaucoup. J'ai eu la chance de travailler avec de nombreuses familles, de nombreux enfants durant ma formation clinique en psychologie qui avaient des historiques de traumas complexes. C'est des personnes, des familles, des enfants qui m'ont beaucoup, beaucoup appris, qui souvent m'arrivaient avec beaucoup de résilience. J'espère être en mesure de vous transmettre un peu de mon intérêt, de ma passion pour le sujet aujourd'hui et j'espère que vous allez trouver la présentation utile. Donc, avant de débuter, je veux, euh, je veux m'assurer d'établir certains paramètres, si on veut, avant de plonger dans le vif du sujet, parce que c'est un sujet qui peut provoquer des réactions fortes chez les gens. J'imagine que la plupart d'entre vous avaient un intérêt envers le sujet. C'est peut-être par expérience personnelle que vous avez un intérêt. Des fois, c'est par curiosité professionnelle aussi. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui travaillaient avec les jeunes enfants. Mais d'une façon ou d'une autre, je pense que c'est un sujet qui requiert beaucoup de sensibilité et qui peut aussi être difficile à aborder dans certains cas. Donc, voici les choses à tenir en tête. Évidemment, l'objectif numéro un du webinaire, c'est de mieux comprendre. Hein, c'est de mieux comprendre un phénomène qui affecte beaucoup d'enfants, pas mal plus qu'on pourrait le soupçonner, et qui évidemment est très complexe aussi. Donc, une petite seconde. Oui, donc les informations que je vais vous partager aujourd'hui, j'espère
qu'elle vous soit utile, qu'elle aide peut-être à démystifier certaines choses, qu'elle réponde à vos questions. Et ultimement, ce que j'espère faire, c'est en nous aidant à mieux comprendre le phénomène, qu'on ait plus d'empathie pour les enfants et les familles qui sont exposées à ces réalités-là qui sont souvent très difficiles. Donc, c'est mon objectif numéro un, c'est de nous aider à mieux comprendre ce phénomène-là. Bien évidemment, je vous donne toute permission qui vous est due de prendre une pause si vous en ressentez le besoin, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis, finalement, on va parler du développement de l'enfant, de la santé mentale des enfants, mais il va sans dire que les informations que je vous transmets aujourd'hui ne remplacent en aucun cas les conseils ou l'opinion de professionnels. Donc, si vous vous inquiétez pour un enfant ou le vôtre, c'est important d'aller chercher de l'aide spécialisée. Donc, sans plus tarder, on peut plonger dans le sujet maintenant, dans le vif du sujet. Donc, voici un survol rapide du webinaire d'aujourd'hui. Je vais commencer par définir c'est quoi un trauma, de quoi on parle ici, c'est quoi un trauma complexe en particulier. On va parler, je vais passer la majorité du webinaire d'aujourd'hui à vous parler des impacts des traumas complexes qui sont vécus durant la petite enfance sur le développement de l'enfant. Et en troisième partie, on va parler un petit peu des services professionnels qu'on peut aller chercher pour un enfant qui a vécu ces expériences-là. OK. Donc, allons-y. Donc, c'est quoi un trauma? C'est quoi un trauma complexe? Et commençons d'abord par définir c'est quoi un trauma, parce que c'est un mot qui, vous allez peut-être être d'accord, qui est des fois utilisé de façon un peu banale. On a tendance à peut-être banaliser un peu le terme trauma ou je me sens traumatisée ou j'ai coulé mon cours de français, je suis traumatisée, je suis allée voir un film, il était traumatisant. Hein? Donc, c'est un terme qu'on entend souvent dans le discours public, mais qu'on essaie le plus possible de réserver pour définir des expériences qui sont particulières parce qu'elles sortent vraiment elles vont au-delà de la gamme normale d'expériences stressantes qu'on vit au quotidien de façon ordinaire. Donc, on parle ici vraiment, quand on parle de trauma, d'un ou plusieurs événements qui sont terrifiants ou bouleversants et qui menacent soit notre vie, notre bien-être ou notre intégrité physique. Par définition, c'est des expériences qui impliquent une perte de contrôle. Hein? On perd le contrôle quand on vit une expérience traumatique et ça provoque des sentiments forts de peur, évidemment, de choc souvent et d'impuissance. Et c'est souvent des émotions qui peuvent perdurer longtemps après l'événement. Donc, quelques exemples d'événements qui pourraient potentiellement être traumatiques pour les gens pourraient être, par exemple, un accident de voiture grave, une agression physique ou sexuelle, un désastre naturel comme par exemple un feu de maison, un feu de forêt, une exposition répétée à des images ou des détails à caractère troublant ou violent pourrait aussi être traumatique pour les gens. Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'être exposé directement à un danger pour vivre un stress traumatique. Donc, on pense ici, par exemple, aux intervenants de première ligne qui travaillent, par exemple, sur les scènes de crime ou qui travaillent auprès des victimes de crimes et qui, par l'entremise de leur travail, sont exposés à des images, à des détails très troublants. Et ça, en soi, ça pourrait être vécu comme un trauma pour ces professionnels-là, par exemple. Évidemment, il y a d'autres exemples. Une chose à retenir, c'est que les traumas, c'est en soi, jusqu'à un certain degré, c'est une expérience qui est subjective et personnelle. Donc, le même événement pourrait être traumatique pour une personne, mais pas nécessairement l'être pour une autre. Et donc, c'est-à-dire qu'un événement pourrait être stressant, bouleversant, préoccupant pour une personne, mais sans nécessairement devenir traumatique, donc laisser les séquelles, les traces dont on parle ici. Et là, il y a plein de facteurs qui vont entrer en jeu ici. Donc, la sévérité de l'événement va faire une différence, à quel point la personne a été en mesure de se garder en sécurité, de se défendre contre le danger, ça peut faire une différence. L'expérience émotionnelle de la personne aussi. Donc, c'est ça, il y a quand même une part de subjectivité aussi dans ce concept-là, quand on parle de trauma. Donc maintenant, c'est quoi un trauma complexe? Et c'est un peu différent. Donc, les exemples
d'expériences traumatiques dont je viens de vous parler, comme par exemple l'accident de voiture, une agression sexuelle, c'est normalement des choses qui nous arrivent une fois. Hein? C'est un événement dans une vie. Les traumas complexes, par définition, sont particuliers parce que c'est des expériences traumatiques qui sont répétées, donc qui surviennent à répétition dans la vie d'une personne, qui durent longtemps, donc qui arrivent sur une période de vie prolongée, et c'est des expériences qui sont vécues dans un contexte interpersonnel. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que c'est des événements traumatiques qui sont vécus à l'intérieur même d'une relation importante, d'une relation intime. Et pour les enfants, ça souvent, pas toujours, mais souvent, ça veut dire que l'expérience traumatique est vécue à l'intérieur même de leur famille. OK? Donc, c'est vraiment ça dont on parle quand on parle de trauma complexe. C'est des expériences répétées, prolongées et de nature relationnelle ou interpersonnelle. OK? Donc, voici quelques exemples de traumas complexes qui peuvent être vécus durant la petite enfance, donc entre l'âge de 0 et 4 ans. Donc, c'est peut-être le premier exemple qui vous est venu en tête quand on parle de trauma. Souvent, on pense à l'abus ou la maltraitance. Donc, abus physique, sexuel ou émotionnel d'un enfant. Ça, ici, on parle de gestes qui sont posés par un adulte qui devrait avoir la responsabilité de soit prendre soin d'un enfant ou de le protéger. Donc, c'est vraiment de ça qu'on parle quand on parle d'abus. La négligence parentale aussi pour être traumatique pour un enfant, c'est-à-dire quand un donneur de soins, un parent n'a pas la capacité de prendre soin d'un enfant et donc ne rencontre pas ses besoins de base, soit physiques ou émotionnels. L'exposition à la violence conjugale ou d'autres types de violences dans la famille. Des facteurs d'instabilité dans la communauté ou dans la famille. Donc, par exemple, quand un enfant serait exposé à beaucoup d'abus de substances dans sa propre famille ou de la criminalité, par exemple. Et l'abandon, le décès ou la séparation tragique d'un parent ou d'un donneur de soins pourrait aussi être traumatique pour un jeune enfant. Donc ici, encore une fois, on parle d'expériences qui sont qui dépassent, qui vont vraiment au-delà de la gamme normale d'expériences stressantes qu'un enfant pourrait vivre. Et c'est des expériences qui provoquent beaucoup de peur, de confusion, souvent des états de choc et des sentiments d'impuissance chez les jeunes enfants. Les traumas complexes sont communs. On pourrait faire l'erreur de penser que c'est des choses qui affectent une minorité d'enfants qui sont très rares et c'est vraiment pas le cas. On pense que jusqu'à environ 30% des enfants et des adolescents auraient vécu jusqu'à 3 types d'expériences traumatiques complexes ou plus. Et là, c'est pas nécessairement juste réservé à la petite enfance. Il n'existe pas de statistiques qui sont vraiment spécifiques à la petite enfance, à ma connaissance, mais c'est quand même des chiffres là, qui parlent d'eux-mêmes. Hein. C'est des expériences qui sont beaucoup plus répandues qu'on pourrait le penser. Donc, pour plein de raisons, il y a certains enfants et certaines familles qui sont plus susceptibles d'être exposés à ce genre d'expérience-là de traumatiques complexes. Et c'est important ici de souligner, bon, évidemment, il y a plein de facteurs qui jouent un rôle ici, mais il y a plusieurs traumas complexes, comme ceux dont je viens de vous parler, qui sont reliés à des disparités, puis à des facteurs d'adversité qui sont systémiques, donc qui existent dans notre société et qui continuent de désavantager certaines familles à travers les générations. Donc là, ici, on parle de choses comme la pauvreté, par exemple, le génocide, on a mentionné les communautés autochtones, le génocide des communautés autochtones est un facteur d'adversité qui continue à être ressenti profondément chez les communautés autochtones, dans les communautés autochtones, incluant l'Ontario au Canada, entre autres. Le racisme. Donc, là, ici, on parle de facteurs d'adversité, d'injustice qui, à travers les générations, contribuent à créer des conditions défavorables pour plusieurs familles.
Donc, c'est des choses qui créent beaucoup de stress dans les familles. Souvent, c'est associé à moins de soutien social, moins de ressources, plus de difficultés de santé mentale. Et donc, tout ça a l'effet d'augmenter le risque qu'un enfant puisse être exposé à des traumas complexes dans ses premières années de vie. Donc, c'est important de tenir en tête que les traumas complexes, c'est pas juste un problème individuel ou familial, c'est vraiment un problème aussi de société. Voilà. Donc, avant de passer à la prochaine section, je vous laisse avec une question. Vous pouvez peut-être écrire votre réponse dans le chat si vous le voulez, ou juste y réfléchir. Donc, les enfants, donc vrai ou faux, fait ou mythe, les enfants qui ont peu de souvenirs, donc se souviennent pas beaucoup de ce qu'ils ont vécu entre l'âge de 0 et 4 ans. Et pour cette raison-là, on pourrait penser que les traumas complexes qui sont vécus durant la petite enfance ont un moins grand impact sur l'enfant à long terme. Est-ce que c'est vrai selon vous ou faux? Donc, je vous laisse quelques secondes pour y penser. Ça va être rapide, mais ce ne sera peut-être pas une surprise. C'est un mythe. Pourtant, c'est un mythe qui est assez répandu. Ça pourrait être facile de penser ça. Donc, je vais vous expliquer pourquoi c'est un mythe dans les prochaines slides. Ça va se clarifier assez rapidement. Évidemment, là, je veux souligner que, encore une fois, on parle de choses qui sont très complexe. Il n'y a pas deux enfants pareils. Il y en a des enfants qui ont vécu ces expériences-là en petite enfance qui s'en sortent bien. Et on va parler plus tard dans la présentation, je vais vous parler des facteurs de protection, donc les choses positives dans la vie des enfants qui peuvent aider à protéger les enfants des conséquences néfastes des traumas complexes. Mais de façon générale, la recherche nous démontre que les expériences qui sont vécues durant la petite enfance ont tendance à avoir un impact très, très important sur le développement de l'enfant à long terme. Donc, passons à la prochaine section. Parlons des traumas. Je veux dire, des traumas, oui, mais des impacts des traumas complexes en petite enfance. Donc, et parlons tout d'abord de la période de la petite enfance. Pourquoi on s'y intéresse autant? Je pense que j'apprends rien à personne en disant que entre l'âge de 0 et 4 ans, les enfants, c'est vraiment formidable de les voir aller. Il y a tellement, tellement de changements, de développement qui se font. Les enfants apprennent plein de nouvelles choses. Donc, c'est une période qui est vraiment unique et elle est unique pour certaines raisons aussi. Durant cette période-là de la vie, l'enfant dépend complètement de l'adulte pour assurer sa survie. Et ça, c'est plus qu'à n'importe quel autre moment dans sa vie. L'enfant entre l'âge de 0 et 4 ans a besoin de l'adulte pour rester en vie essentiellement. Et entre autres, c'est pour cette raison-là et d'autres que c'est aussi une période clé pour le développement de ce qu'on appelle la relation d'attachement entre un parent et son enfant. Et ça, on va en reparler un peu de l'attachement, de la relation d'attachement. Mais essentiellement, c'est une des choses, le lien entre le parent et son enfant, c'est une des choses qui permettent aux enfants de développer un sentiment de sécurité dans le monde. Donc, c'est très, très, très important. Et ça se passe beaucoup durant, justement, la petite enfance. Et une autre particularité de la petite enfance, c'est que c'est une période clé pour le développement du cerveau. Et là, je vais passer quelques minutes à vous expliquer exactement comment le cerveau se développe durant cette période-là de la vie. Donc, c'est vraiment fascinant quand on regarde la recherche sur le développement du cerveau. La recherche nous démontre qu'environ 80-90% du cerveau se développe avant l'âge de 5 ans. Et même que la recherche nous démontre que jusqu'à environ 25% du cerveau se développe durant la grossesse, donc même avant que l'enfant soit né. Donc, il va sans dire là, que les expériences qui sont vécues entre l'âge de 0 et 4 ans vont avoir un gros impact sur le cerveau, le développement du cerveau. Okay? L'autre chose à savoir, c'est que le cerveau ne se développe pas de façon uniforme.
C'est-à-dire que à mesure que l'enfant grandit, il y a des connexions qui se forment dans son cerveau, évidemment, mais les connexions vont se former à différents rythmes dans différentes parties du cerveau. Donc, il y a certaines parties du cerveau qui, dans la petite enfance, les connexions se font vraiment, vraiment plus rapidement qu'ailleurs dans le cerveau. Et donc, ça a un impact sur les façons dont l'enfant va être affecté par les traumas complexes durant la petite enfance. Donc, je vous explique ça un petit peu plus, mais essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est que le cerveau se développe du bas vers le haut. OK? Donc, j'illustre ça à l'instant pour que ce soit plus clair. Donc, dès la naissance d'un enfant ou d'un petit bébé, dès qu'un bébé est né, il est équipé, son cerveau est équipé de façon à assurer essentiellement ses besoins physiologiques de base. Donc, le petit bébé, quand il est né, il est déjà capable de respirer, il est déjà capable de digérer sa nourriture, de se garder, de réguler la température de son corps. Il y a aussi des réflexes, hein, comme celui de pleurer, par exemple, quand il a besoin de quelque chose. Donc, toutes ces fonctions-là de base sont contrôlées par les parties du cerveau qui se trouvent comme à la base du cerveau. OK? Donc, tout ça fonctionne assez bien dès la naissance de l'enfant. Après la naissance, donc durant les premières années de vie, durant la petite enfance, c'est le système affectif ou émotionnel du cerveau qui se développe et c'est les parties du cerveau ici qui développent beaucoup, qui sont en charge de déclencher les émotions de l'enfant. Donc, c'est pour ça que chez les enfants d'un an, 2 ans, 3 ans, on se met à les voir exprimer toutes sortes d'émotions qu'un bébé ne pourrait pas lui expliquer. Donc, les enfants se mettent à exprimer leur joie, leur colère, leur peur. Et ça, c'est tout contrôlé par les parties du milieu du cerveau, si on veut, qui se développent vraiment beaucoup durant la petite enfance. Et là, plus tard, donc vers l'âge scolaire, vers l'adolescence et jusqu'à l'âge de 25 ans, c'est vraiment le cerveau, le cortex préfrontal qui se développe. Et c'est ça c'est la partie du cerveau qui nous permet de rester en contrôle de soi-même. Donc, c'est ce qui nous permet de contrôler nos réactions, nos actions. C'est ce qui nous permet de penser avant d'agir, de réfléchir à nos décisions et aussi à utiliser notre raisonnement ou notre pensée logique, si on veut. Donc, c'est les parties du cerveau qui nous aident à rester en contrôle de soi et à apprendre. Donc, ça se développe plus tard dans la vie de l'enfant. Donc, on peut résumer tout ça, on peut comme séparer le cerveau, si on veut, en deux parties, soit le cerveau émotionnel qui se développe principalement durant la petite enfance et le cerveau qu'on appelle rationnel qui se développe plus tard. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Là, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant ou même dans nos propres cerveaux. Ça s'applique aussi aux adultes. Quand on fait face à un danger ou quand on a peur. OK? Donc, quand l'enfant, quand on détecte une menace potentielle dans l'environnement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Et là, je vous donne un exemple super simple. Vous êtes en randonnée dans le bois et vous faites un face-à-face avec un ours. OK? C'est un exemple de menace potentielle. Qu'est-ce qui se passerait dans votre cerveau, dans le cerveau de l'enfant? Bien, ce qui se passe, c'est que son cerveau émotionnel s'active. OK? Le cerveau émotionnel s'active pour permettre à l'enfant de se protéger. OK? Donc, le cerveau émotionnel, il nous permet de faire deux choses essentielles. Il nous permet, d'avoir peur, et c'est assez important d'avoir peur quand on fait face à un danger ou une menace potentielle. Et aussi, le cerveau émotionnel, il nous permet de déclencher ce qu'on appelle nos réflexes de survie. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fight or flight. Hein? Donc, on parle ici des réflexes de survie donc le cerveau émotionnel, c'est comme s'il communique avec le système nerveux, notre système nerveux sympathique, pour être en mesure de déclencher
tout plein de processus physiologiques. Donc, les hormones de stress sont relâchées, le cortisol, l'adrénaline est relâchée dans le corps, notre cœur se met à battre très, très rapidement, le rythme cardiaque augmente. Et tout ça, ça nous permet de mobiliser toutes nos ressources pour être capable de soit s'enfuir du danger, s'en défendre ou lutter contre le danger si on ne peut pas fuir, ou bien, s'il n'y a pas d'autres options, s'immobiliser. OK, face au danger. Donc, ça, c'est les réflexes de survie qui sont contrôlés par le cerveau émotionnel. Et on a tous cette capacité-là de réagir au danger de ces façons-là. C'est le cerveau qui a évolué de cette façon-là pour être en mesure de nous aider à nous défendre et à nous protéger. Durant tout ce temps-là, quand on fait face à un danger, quand on a peur, le cerveau rationnel, lui, vous remarquez qu'on n'en parle pas, lui, il n'est pas en ligne. C'est-à-dire que quand on a peur, quand on fait face à un danger, il faut réagir rapidement sur le coup de l'émotion. Donc, c'est vraiment pas le temps d'engager le cerveau rationnel pour prendre des décisions très réfléchies, analytiques, pensées abstraites, pensées critiques. Ça ne nous sert à rien. Quand on a peur, il faut qu'on réagisse rapidement. Donc, le cerveau rationnel, on n'y a pas accès quand on a très peur. OK? Donc, il est comme offline, si on veut. En temps normal, une menace, un danger va seulement être temporaire dans notre vie. Donc, l'ours que vous avez rencontré durant votre randonnée, ben, idéalement, il part de l'autre côté. La menace passe et le cerveau émotionnel se calme, revient à son état original et le cerveau rationnel, lui, peut tranquillement revenir en ligne. Et c'est ça qui permet à l'enfant de tranquillement de se calmer, de calmer ses émotions, de réfléchir à quoi faire, quelle décision prendre, utiliser son jugement. Et c'est ça, entre autres, qui nous permet de retrouver un sentiment de sécurité. Okay? Donc, ça, c'est le processus normal qui se produit quand on a peur, quand on fait face à un danger. Maintenant, on parle, encore une fois, d'expériences traumatiques qui surviennent à répétition et sur une période de temps qui est prolongée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que le cerveau de l'enfant, qui est, encore une fois, en voie de développement durant les premières années de vie, qu'est-ce qui se passe? Comment il s'adapte à du stress répété et prolongé durant ces premières années de vie? Bien, essentiellement pour s'adapter à l'environnement traumatique, qui souvent est très chaotique et épeurant pour l'enfant, évidemment, le cerveau émotionnel se développe de façon à devenir, on pourrait dire, suractif, où il devient surdéveloppé. OK? Donc, c'est un peu comme une alarme qui n'arrête pas de sonner, si on veut. Le cerveau émotionnel, face à l'environnement traumatique, a comme pas le choix de devenir très, très, très habile à anticiper, détecter et réagir aux menaces potentielles dans l'environnement. OK? Ça, c'est une adaptation qui est nécessaire quand on grandit dans un environnement qui est très stressant et traumatique, essentiellement. Et ça, bien, évidemment, ça a un impact sur le développement de l'enfant. Donc, un cerveau émotionnel qui est suractif va se mettre à enregistrer des menaces potentielles un peu partout dans l'environnement, même en l'absence de réels dangers. C'est-à-dire qu'un enfant qui a vécu des traumas complexes durant sa petite enfance, qui a un cerveau émotionnel suractif, bien, même quand il est dans un environnement sécuritaire, il va continuer à détecter des menaces potentielles un peu partout, ce qui fait en sorte que ces enfants-là, souvent, les déclencheurs de stress sont très nombreux et très subtils. Donc, des petites choses mènent à des grosses réactions de la part de l'enfant. Donc, des fois, ça peut être des choses comme une odeur ou une expression faciale qui déclenche le cerveau émotionnel de l'enfant qui a vécu des traumatismes complexes. Des fois, même, c'est une sensation interne que l'enfant a qui va juste déclencher son cerveau émotionnel. Donc, l'enfant qui a un cerveau émotionnel suractif est évidemment
devient comme en état de stress chronique. Et ça a un impact sur le développement de l'enfant à long terme. Donc, la recherche nous démontre assez clairement que les traumas complexes augmentent le risque que les enfants développent différents types de difficultés, incluant au niveau de leur relation avec les autres, leurs émotions, leur comportement, leur estime de soi et certaines de leurs capacités cognitives aussi. Évidemment, ce n'est pas tous les enfants qui vont développer toutes ces difficultés-là, mais c'est sûr que le risque augmente. Donc, je vais vous passer au travers de quelques exemples. Voici quelques exemples d'effets, des effets, des impacts des traumas complexes sur les relations de l'enfant. En commençant par les relations de l'enfant durant la petite enfance. Et durant la petite enfance, c'est quoi la relation la plus importante pour l'enfant? C'est celle qu'il a avec son parent ou son donneur de soins. Donc, on ne parle pas nécessairement ici des parents biologiques, ça peut être, on parle de la personne ou des personnes qui sont en charge de prendre soin de l'enfant. Donc, durant cette période-là, encore une fois, l'enfant dépend complètement de l'adulte pour survivre. Donc, il est comme programmé biologiquement l'enfant pour aller rechercher un lien d'attachement avec un parent ou un donneur de soins. Et le lien d'attachement, c'est un lien qui est très, très fort entre l'enfant et son parent, qui, comme je le disais plus tôt, permet à l'enfant, au petit bébé, de développer son sentiment de sécurité dans le monde. Donc, c'est un peu comme si l'enfant d'1 an ou 2 ans, qui évidemment n'a pas les mots pour nous exprimer tout ça, mais c'est un peu comme si cet enfant-là nous dirait, ben, j'ai confiance que ma mère, mon père, va être là pour moi. Et ça, c'est ce qui me donne envie d'aller explorer mon monde. C'est ce qui me donne confiance que je peux aller essayer des nouvelles choses parce que je le sais que si il était pour arriver quelque chose, ou si j'avais peur ou si quelque chose se produisait que je savais pas quoi faire, ben, j'aurais juste à revenir vers ma mère ou mon père ou mon parent, puis il serait là pour moi, il serait là pour me réconforter, pour me protéger et pour organiser mes émotions. Okay? Donc, c'est ça essentiellement le lien d'attachement qui se crée durant la petite enfance. Chez les enfants qui ont vécu des traumas complexes, ça peut parfois être plus difficile pour l'enfant de développer ce sentiment-là de sécurité dans sa relation avec le parent, surtout quand il y a eu de la peur dans la relation. Donc, ça peut mener à plus d'insécurité dans la relation d'attachement, c'est-à-dire, par exemple, il y a des enfants qui vont apprendre à travers leurs expériences à camoufler leur détresse, donc à faire semblant qu'ils n'ont pas besoin de leurs parents pour être réconfortés, même si, évidemment, ils ont ce besoin-là. Ou bien, il y a aussi certains enfants qui vont exprimer leur détresse à leurs parents, mais qui vont rester très, très anxieux que leurs besoins ne seront pas comblés. Donc, c'est des enfants qui, des fois, ont beaucoup plus de difficultés à se calmer en présence de leurs parents ou être réconfortés par leurs parents. Okay? Donc, ça, c'est certains exemples de difficultés qui pourraient être observés dans la relation d'attachement. Ensuite, vers l'âge préscolaire et scolaire, ben, les enfants se mettent à tisser des liens avec des enfants de leur âge et on a tendance à avoir plus de difficultés dans ces nouvelles relations-là pour les enfants qui ont vécu des traumas complexes. Donc, on a tendance à avoir plus de conflits ou de difficultés avec les pères. C'est des jeunes aussi, des enfants qui ont tendance à anticiper le rejet. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont comme l'impression qu'ils vont être rejetés à tout moment. Et donc, il y a il y a tendance à avoir plus de méfiance, ou c'est des enfants qui peuvent avoir plus de difficultés à faire confiance à l'adulte, un peu comme si l'enfant avait appris à se protéger dans ses relations. Plus tard à l'adolescence, on peut voir
encore une fois, plus d'insécurité dans les relations, par exemple dans les premières relations amoureuses du jeune, et aussi parce qu'il y a des fois plus de méfiance, c'est des jeunes qui des fois se tournent vers des groupes de pairs plus négatifs à l'école ou dans leur communauté. Et puis, à l'âge adulte, chez certaines personnes, on voit des difficultés aussi dans les relations intimes. Donc, c'est des personnes, des fois, qui ont très, très peur d'être abandonnées ou qui sont inconfortables dans l'intimité ou qui vivent plus d'instabilité dans les relations. Donc, voilà, ça, c'est des exemples, encore une fois, de difficultés qui peuvent survenir. Parlons maintenant des effets des traumas complexes sur les émotions des enfants. Donc, les enfants qui ont vécu des traumas complexes en petite enfance ont tendance à avoir de la difficulté à comprendre, tolérer, exprimer et réguler ou gérer, contrôler leurs émotions. Okay? Et c'est pas surprenant étant donné que, encore une fois, leur cerveau émotionnel, ils passent tellement de temps dans cette partie-là de leur cerveau c'est beaucoup plus, ils ont plus tendance à, avoir de la difficulté à identifier comment ils se sentent et aussi parce que le cerveau émotionnel est tellement souvent en état d'alerte, les émotions pour ces enfants-là sont déclenchées plus rapidement et sont plus intenses et ont tendance à prendre plus de temps à se calmer. Donc, c'est souvent des enfants où les gens vont nous dire, ah, cet enfant-là, il passe de 0 à 100 comme ça. Donc, les émotions sont très explosives ou peuvent être très, très fortes. C'est des enfants qui ont tendance à vivre beaucoup de colère et beaucoup de honte. On va en reparler un petit peu de la honte. Et le plus vers l'âge scolaire ou l'adolescence, on voit des taux plus élevés de difficultés reliées à l'anxiété, la dépression. Donc, ce genre de difficultés-là on pense que ça affecterait environ un tiers des enfants avec des historiques de trauma complexes, selon la recherche. Oups! Il manquait une petite ligne à la fin. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler du trouble du stress post-traumatique. C'est un diagnostic qui affecterait environ 1/5 des enfants avec des historiques de trauma complexes. Et c'est un trouble qui essentiellement fait en sorte que l'enfant affecté va continuellement revivre les émotions, les sensations, les souvenirs qui sont associés à l'environnement ou à l'événement traumatique. Et donc, ça peut mener à des difficultés importantes pour les enfants qui ont ce trouble-là. OK. S'il y a des difficultés au niveau émotionnel, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés au niveau des comportements des enfants, parce que ça va ensemble. Encore une fois, si on se rappelle le modèle du cerveau que je vous ai montré, l'enfant qui a vécu des traumas complexes passe beaucoup de temps dans son cerveau émotionnel, passe beaucoup moins de temps dans son cerveau rationnel, qui est la partie du cerveau qui lui permet de réfléchir avant d'agir et de contrôler ses réactions. Donc, on a tendance à avoir plus d'impulsivité chez les enfants qui ont des historiques de trauma complexes. Pour la même raison, on a tendance à avoir plus d'agressivité aussi. Et parce que, bon, dans les milieux, par exemple à l'école, dans le milieu scolaire ou à la maison, les enfants qui ont tendance à être plus impulsifs, plus agressifs, ont tendance à être en interaction plus négative, plus souvent avec l'adulte. C'est des enfants qui sont toujours dans le trouble, si on veut. Et pour cette raison-là, c'est pas rare qu'on voit les enfants développer un rapport négatif avec l'autorité. Donc, on voit des difficultés d'opposition des fois. C'est des enfants qui sont malheureusement souvent étiquetés comme des enfants à problème, si on veut, qui n'écoutent pas, qui ne respectent pas les consignes, par exemple. Pour plein d'autres raisons, entre autres les difficultés au niveau émotionnel et au niveau de l'impulsivité, c'est aussi des enfants qui peuvent développer des comportements autodestructeurs. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler
de l'automutilation, qui est un problème qui, normalement, on voit plus vers l'âge scolaire ou l'adolescence. Et donc, ça, c'est quand les jeunes s'infligent des blessures à eux-mêmes. Et c'est souvent un moyen qu'ils trouvent pour gérer leurs émotions difficiles. Il y a certains enfants aussi qui vont être agressifs, mais envers eux-mêmes. Hein? Donc, l'agression comme autodirigée, si on veut. Donc, il y a des comportements comme ça qui peuvent apparaître, qui peuvent devenir difficiles pour l'enfant. Les traumas complexes ont aussi parfois des effets sur le développement cognitif et académique de l'enfant. Encore une fois, le cerveau rationnel, on n'y a pas beaucoup accès quand on a toujours peur et quand on est toujours anxieux. Et le cerveau rationnel, c'est la partie du cerveau qui permet à l'enfant d'apprendre et d'utiliser sa pensée critique. Donc, on a tendance à avoir plus de difficultés d'attention, de concentration. J'ai noté ici qu'un enfant qui a l'air inattentif peut aussi être un enfant qui vit ce qu'on appelle de la dissociation. En gros, très rapidement, la dissociation, c'est au même titre que le fight or flight. C'est un réflexe de survie qui peut s'activer des fois, qui permet à l'enfant de fuir ses expériences traumatiques, mais au lieu d'être physiquement, l'enfant fuit mentalement ses expériences, donc fuit à travers ses pensées. L'enfant se revire vers lui-même et se déconnecte de son monde extérieur. Et quand l'enfant a recours à ce mécanisme de défense-là, souvent, comme par exemple à l'école, en salle de classe, ben, c'est un enfant qui peut avoir l'air très inattentif, mais c'est pas nécessairement juste un problème d'inattention, ça peut être aussi de la dissociation. Et c'est là où l'évaluation d'un professionnel peut devenir très utile parce que c'est assez difficile à distinguer. C'est des enfants qui vont avoir de la difficulté souvent avec la mémoire de travail, avec les fonctions exécutives, donc tout ce qui permet à l'enfant de s'asseoir, d'initier une tâche, de planifier, de s'organiser et d'accomplir une tâche du début à la fin. Et donc, ce ne sera pas surprenant que je vous dise que c'est parfois des enfants qui ont aussi des difficultés au niveau académique, donc qui ont des difficultés avec la lecture, l'écriture et plus globalement là, à l'école, dans le milieu scolaire. Et puis finalement, et c'est peut-être la partie la plus malheureuse dans tout ça, c'est souvent des enfants qui ont vécu des traumas complexes ont souvent une perception d'eux-mêmes qui est plus négative. Donc, encore une fois, c'est des enfants qui anticipent beaucoup d'être rejetés ou d'être abandonnés. Ils se préparent beaucoup à être abandonnés ou rejetés et ils se perçoivent de façon plus négative, c'est-à-dire c'est des enfants qui se voient comme étant parfois moins aimables, moins capables ou compétents, et des enfants qui même se définissent comme étant défectueux ou brisés. C'est souvent des enfants qui doutent beaucoup d'eux-mêmes et donc qui se blâment rapidement quand quelque chose échoue. Et c'est pas rare, en fait, que les enfants se blâment pour leurs expériences traumatiques. Donc, prennent un peu responsabilité pour ce qui leur est arrivé. OK, parlons rapidement des facteurs de protection. Les facteurs de protection, c'est les choses positives qui aident à protéger les enfants des effets néfastes des traumas complexes. Donc, plus il y a de facteurs de protection, plus c'est positif et moins il y a de risques qu'il y ait des grosses difficultés. Okay? Donc, une des choses les plus importantes, c'est que l'enfant ait accès à une relation sécurisante et soutenante avec au moins un adulte. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Les amitiés positives avec les pairs sont importantes, sont protectrices. Avoir un environnement scolaire qui est positif et soutenant. S'il y a certains enseignants ou éducateurs dans l'audience, votre travail est tellement important pour ces enfants-là. C'est super important que l'enfant se sente bien, se sente soutenu dans son école ou dans son milieu scolaire de garderie pour les plus jeunes enfants. Activités prosociales positives, le fait de se sentir connecté à un groupe culturel, ça peut beaucoup aider. Juste le fait de vivre dans un quartier ou une communauté sécuritaire où il n'y a pas de violence,
Hein, c'est un facteur de protection. Et aussi que le fait que l'enfant ait des bonnes capacités émotionnelles, scolaires et sociales, ça aussi, ça peut évidemment l'aider à s'ajuster à différents milieux positivement. Et il y en a d'autres, évidemment. OK. Et donc, on est presque à la fin de la présentation et je vais passer au travers de la dernière partie un petit peu plus rapidement parce que je réalise qu'il nous reste juste 10 minutes. Donc, quelle sorte de service professionnel peut-on aller chercher pour un enfant qui a vécu des traumas complexes en petite enfance? C'est des enfants. Bon, commençons par dire qu'on a parlé beaucoup des effets néfastes des traumas complexes sur le cerveau. Et effectivement, oui, le cerveau change en réaction à ces événements-là, mais le cerveau peut aussi être remodelé avec des expériences positives. Donc, oui, il y a de l'espoir, oui, il y a des choses à faire pour aider ces enfants-là, mais avec, évidemment, les bonnes ressources, les bons services. Parce que c'est des enfants qui ont tendance à avoir beaucoup de différents besoins. Il y a différents professionnels qui peuvent intervenir auprès de ces enfants-là. D'un enfant qui a vécu des traumas complexes. Moi, je vais vous parler des approches thérapeutiques que j'utilise avec les enfants et les familles, que d'autres, évidemment, que d'autres psychologues et d'autres intervenants utilisent aussi. Mais bon, la thérapie, c'est pas la seule chose qui peut aider un enfant, bien évidemment. Donc, quand il est question d'intervention auprès des enfants qui ont eu des traumas complexes durant leur petite enfance, ben ça requiert une approche particulière parce que, mettons, prenez comme exemple un enfant de 8 ans et vous voulez travailler avec cet enfant-là parce qu'il a vécu des expériences durant sa petite enfance qui ont été très traumatiques, ben, l'enfant ne va pas nécessairement se rappeler verbalement de ce qu'il a vécu quand il avait 1 an ou 2 ans, hein, évidemment. Donc, ça requiert une approche particulière. Ce n'est pas nécessairement toutes les approches thérapeutiques qui vont aider les enfants. D'abord et avant tout, ce qu'on vise à faire, c'est de rétablir un sentiment de sécurité pour l'enfant. Donc, on vise à réduire les sources de stress dans son environnement, calmer le cerveau émotionnel et réengager son cerveau rationnel. Okay? Comment on fait ça? Ben, d'abord et avant tout, on travaille avec les personnes les plus importantes dans la vie de l'enfant, qui sont les parents, les donneurs de soins. Ça, c'est vraiment, vraiment important. On peut aider les enfants, les donneurs de soins à mieux comprendre les impacts des traumas complexes sur les émotions, les comportements de l'enfant. Souvent, on entend les parents dire « Mais pourquoi mon enfant réagit comme ça? » Donc, on les aide à mieux comprendre, on les aide à mieux répondre aux besoins de l'enfant. On peut aussi travailler la relation d'attachement si elle a été affectée négativement. Et bon, évidemment, on aide aussi les parents à réguler leurs propres émotions parce que les parents aussi en vivent des grosses émotions. C'est difficile d'être parent. Et ça fait toujours partie de notre travail d'aider les parents à gérer leurs propres réactions pour être en mesure d'être le plus présent et sensible possible pour leur enfant. La thérapie individuelle, l'intervention individuelle peut aussi être utile pour certains enfants. On peut aider les enfants à comprendre les effets des traumas sur leurs propres émotions et comportements. On peut leur donner des stratégies pour mieux gérer leurs émotions, mieux gérer les situations qui déclenchent leur cerveau émotionnel et les aider à bâtir différentes habiletés, comme les habiletés de résolution de problèmes, par exemple. Et quand c'est pertinent, on peut aussi aider les enfants à revisiter les expériences traumatiques, leurs souvenirs des expériences traumatiques de façon très progressive et encadrée quand c'est pertinent, donc quand l'enfant s'en rappelle verbalement. Et ça, on fait ça pour aider l'enfant à réorganiser un peu ses pensées, ses croyances face à ce qui lui est arrivé. Et là, vous devez vous demander, c'est ma dernière slide, comment est-ce que moi, je peux soutenir un enfant avec un historique de trauma complexe? Et je vais vous laisser avec juste 4 recommandations. C'est probablement les recommandations les plus importantes. La première chose, c'est d'établir une relation positive et valorisante avec l'enfant que vous soutenez, que vous accompagnez. C'est tellement, tellement important de tisser un lien fort avec les enfants avec tous les enfants avec lesquels on travaille, mais surtout avec ces enfants-là qui ont vécu des traumatismes, parce que justement, il y a beaucoup d'insécurité et de méfiance. Donc, c'est des enfants qui vont rechercher le sentiment de connexion avec les adultes beaucoup, beaucoup.
parce que c'est des enfants qui souvent ont grandi dans des environnements qui étaient très imprévisibles. Rendre l'environnement de l'enfant plus prévisible, c'est super important et ça aide beaucoup aussi. Donc ça pourrait être, par exemple, d'établir des routines pour l'enfant, lui donner, par exemple, un horaire visuel pour l'aider à savoir qu'est-ce qui s'en vient dans sa journée, l'aider avec les transitions, l'aider quand il y a des changements. Donc, toutes ces choses-là peuvent aider l'enfant à bâtir, encore une fois, ce sentiment-là de sécurité dans le monde. Ça, c'est peut-être la partie la plus difficile pour la plupart d'entre nous, répondre aux émotions de l'enfant avec empathie. Hein? Donc, quand l'enfant est en réaction, il se met à exploser, les émotions sont très, très grosses et très volatiles. C'est important de prendre une pause en tant que l'adulte et se poser la question, hein, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour cet enfant-là à l'intérieur de lui? Et des fois, tu sais, c'est des enfants qui ont l'impression qui se sentent hors de contrôle, qui se sentent aussi très confus par rapport à leurs propres émotions. Donc, ça peut faire toute la différence de tout simplement dire à un enfant, tu sais, je comprends comment tu te sens, je comprends que tu te sens fâché, je comprends, ça a du sens pour moi que tu aies eu peur, par exemple. Donc, valider les émotions, être empathique, c'est super important. Et finalement, quand les besoins d'un enfant, quand on juge qu'il dépasse nos connaissances, nos capacités, ben c'est vraiment important d'aller chercher de l'aide professionnelle quand c'est nécessaire. Donc, je vous laisse avec des ressources ici, donc pour en apprendre plus. Le Consortium canadien sur le trauma chez les enfants et adolescents est un super beau site web avec des belles ressources pour les familles en français. Educofamille.com, qui a été créé par une amie, une collègue à moi, est une superbe ressource aussi. Il y a certains articles sur les traumas complexes sur le site web. Et pour trouver un professionnel, je vous invite à consulter les ressources dans votre communauté. Moi, je travaille à Toronto, donc il y a Help Ahead, il y a le Centre francophone de Toronto et autre que ça, évidemment, on peut consulter son pédiatre, son médecin de famille ou son équipe à l'école pour aller trouver des services appropriés. Donc voilà, merci. Et là, on a peut-être quelques courtes minutes pour des questions. Pour commencer, Camille, on a une question. Donc, on se pose, quelle étape est-ce que je devrais suivre pour parler à mon enfant si je pense qu'il a vécu un traumatisme, mais je suis pas sûre, et avant de faire intervenir un professionnel? OK. Une super bonne question. Et là, j'ai l'impression que la personne soupçonne qu'il y a peut-être eu des traumas complexes, mais n'est pas certaine. Je pense d'être accompagné par un professionnel dans ce processus-là, ça peut être super, super utile. Donc, n'ayez pas peur d'aller chercher de l'aide là-dedans. C'est vrai que d'amorcer cette conversation-là avec un enfant, ça peut être difficile, ça peut provoquer de l'anxiété. Ce qui est important, c'est plus que de demander est-ce qu'il s'est passé telle chose, c'est vraiment d'aller faire un check-in auprès de l'enfant, auprès de ses émotions. Donc, comment est-ce que tu te sens récemment? Est-ce qu'il se passe quelque chose pour toi que je devrais savoir? Est-ce que tu as quelque chose à me partager qui te fait sentir triste, qui te fait sentir en colère, qui te fait sentir anxieux? Donc, ce genre de questions-là, c'est des questions qui sont très ouvertes, qui sont exploratoires et qui peuvent aider l'enfant à s'ouvrir. Mais comme je le disais, n'hésitez pas à aller chercher un accompagnement là-dedans. Merci beaucoup. Donc, on est presque à la fin. Mais si on peut se permettre, on a une dernière question. Donc, c'est comment puis-je aider mes autres enfants à comprendre et soutenir leur frère ou sœur qui a vécu un traumatisme? Ah, c'est une excellente question. Je pense qu'un dialogue ouvert dans la famille est super important quand c'est approprié, quand les enfants sont assez vieux pour comprendre ce qui s'est passé. Ça peut être important d'en parler. Évidemment, il faut comme calibrer un peu, il faut savoir, OK,
tout dépendamment de l'âge des frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, qu'est-ce qu'ils n'ont pas besoin de savoir. Et là, ça, c'est du cas par cas, évidemment. Mais oui, donc, ouvrir le dialogue avec nos enfants, si on sent que les frères et sœurs sont aussi affectés, ça peut être important. Et je pense que les mêmes stratégies qui aident les enfants qui ont vécu des traumas complexes peuvent aussi aider les frères et sœurs. Hein. Donc, de vraiment de porter attention à la relation, de répondre à leurs émotions avec beaucoup d'empathie, avec la validation, valider leurs émotions, comment ils se sentent, et réduire les facteurs de stress dans leur vie dans la mesure du possible. C'est toutes des choses qui peuvent aider et aussi d'aller chercher l'aide d'un professionnel là, si on le pense nécessaire. Parfait, merci. Et on a aussi une toute dernière question. Et il y a quelqu'un qui demande, avez-vous un livre à nous proposer? Ah, c'est une bonne question. Oui, oui, mais je lis beaucoup en anglais, malheureusement. Donc là, il faudrait juste que je vérifie s'il y a une version francophone qui existe, mais je pense que oui. Donc, le titre, le livre que je recommanderais à tout le monde, qui est un livre, en fait, sur l'attachement par enfant, qui vise vraiment la petite enfance, s'appelle en anglais Raising a Secure Child. Je pense qu'il a été traduit en anglais. Donc, si vous voulez m'envoyer un courriel, là, je peux vous donner le titre. Mais c'est ça. Donc, en anglais, ça s'appellerait Raising a Secure Child. Et c'est une superbe ressource pour les parents. Avec ça, je voulais te remercier, Camille, et vous souhaiter tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous.